Excellent début de semaine à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le procès d'Eugène Guamucho, ancien médecin du Centre universitaire de santé publique, s'ouvre demain devant la Cour d'assises de Paris. Il est accusé d'avoir participé au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, précisément dans l'ancienne préfecture de Butare. L'un des avocats des parties civiles dans ce dossier, maître André Martin Karongozi, revient sur ses particularités étant donné qu'il le qualifie comme procès des intellectuels de Butare, vu son ampleur et sa liaison avec d'autres procès des leaders politiques du régime de l'ancien président Juvenal Habyalimana. C'est un procès, quelque part, qui s'inscrit dans le procès des intellectuels de Butare. Dr Guamucho, ce procès vient après celui de Sostène Munyemana et d'autres procès encore. Vous savez que les 4 de Butare, on a commencé par ça en Belgique, les sœurs de Sauvou, M. Iganilo, M. Nizimana. Ça, c'est le premier procès à Bruxelles. D'autres procès à Arusha. Très important concernant les leaders politiques de l'époque, mais originaires de Butare, le procès Kambanda Jean, Nyiramasuko, etc. Et donc, en fait, le procès d'Eugène Guamucho va s'inscrire dans le procès des intellectuels de Butare, mais qui compte en leur sein aussi quelques opposants politiques originaires de Butare et qui sont basés à l'étranger et qui, dans le passé, ont occupé des postes importants. Ça, c'est un premier aspect. Mais concernant Eugène Guamucho lui-même, il vient du nord, de Ruhengeri, et donc son poids à Butare a dû compter pendant le génocide. Il était directeur du centre universitaire de santé publique et c'est à ce titre qu'il dit que lui, il s'est occupé de nettoyer la ville au sens propre, mais comme au figuré aussi. C'est-à-dire qu'il s'est occupé effectivement de débarrasser les cadavres, mais d'achever aussi, d'après les renseignements qu'on a, d'achever les gens qui agonisaient. Mais c'est à ce titre qu'on le voit à pas mal d'endroits dans la ville de Butare, et même en dehors de Butare. À Butare, on parle de sa présence à la préfecture de Butare, à l'IRST, à l'Arboretum, du côté d'Ondora, l'ancienne commune d'Ondora, l'ancienne commune d'Ishamvu, le grand séminaire de Nyakibanda. Donc, il a dû voyager pendant le génocide. Donc ça, c'est concret, mais lui explique les choses autrement. Maître Karongozi indique aussi que ce procès a ses propres enjeux compte tenu de son contexte et des acteurs qui seront impliqués, à savoir les avocats de la défense et les témoins à décharge. Il a choisi une défense qui n'est pas des plus simples pour nous. C'est un de ses avocats, c'est Maître Matt, qui est l'ancienne avocate de Kabuga et qui, d'après sa défense, est convaincu que le FPR est à l'origine du génocide. L'autre avocat, c'est M. Melak, qui est l'avocat aussi de Agathe Kanziga, épouse du président Habyalimana. Et donc, on se rend compte qu'on invite aussi des gens qui flirtent avec le négationnisme. Je ne vais pas citer leur nom, de peur qu'on me reproche, mais c'est des gens qui ont fait des écrits, mais je me permets de citer, entre autres, témoins cités par la défense de Guamucho, M. Charlonana. En fait, comme justement, il y a tellement d'informations qui reprennent le rôle de M. Guamucho dans ce génocide,
tous les dossiers Arusha, en fait, concernant Jean Kambanda, Madame Nyiramasuko et d'autres, se rejoignent là-bas. Les dossiers des 4 Dobutare dont j'ai parlé, Vincent Nizimana, Hikaniro, les 2 sœurs de Sovu, se retrouvent dans ce même dossier. Au point que, soit la Cour, dans son pouvoir discrétionnaire, donc le président peut citer des témoins qu'il juge importants. La défense peut citer des témoins, la défense de l'accusé, la défense des parties civiles aussi. Et donc, il y a beaucoup de témoins qui ont déjà déposé à Arusha dans des procès en Belgique ou ailleurs, ou d'autres qui n'ont pas encore été témoins dans d'autres procès qui vont déposer. Le procès d'Eugène Guamucho est le 8e jugé devant la Cour d'assises de Paris, après ceux notamment du capitaine Pascal Sibikangwa, d'Ngenzi, de Barahira et bien d'autres. Changeons de registre pour parler lutte contre les armes légères. Le garde-parc et les agents de services de sécurité privés participent à l'école de police des Guichari depuis ce lundi à une formation de 5 jours sur la gestion des armes légères et des petits calibres, notamment des fusils et des munitions. Le ministère de la Sécurité intérieure indique que cette formation est organisée pour leur permettre d'éviter la mauvaise gestion d'armes légères, car sinon, elles peuvent être utilisées dans la déstabilisation de la sécurité. Les activités relatives à la formation des différents organes sur la bonne gestion se déroulent pendant le mois consacré à la lutte contre la prolifération illicite d'armes légères en Afrique, afin de faire taire le voie des armes et le continent à l'horizon 2030. Quand nous avons lancé officiellement en présence du secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur et du secrétaire exécutif du RECSA, du mois dédié pour silencing the gun, pour faire taire les armes en Afrique. C'est une initiative de l'Union africaine qui a été prise pendant le sommet des chefs de l'État en 2017, qui a proclamé le mois de septembre en tant que le mois d'amnistie. Ce mois d'amnistie consiste pour ceux qui sont en possession des armes légères de petit calibre illégalement, qu'ils puissent les remettre sans être inquiétés, qu'ils puissent les remettre aux instances habilitées sans être inquiétés. Pour ce faire, nous encourageons les gens, les personnes qui sont en possession, de remettre ces armes légères de petit calibre aux stations de police les plus proches. La semaine dernière, en tant qu'activité planifiée, nous avons lancé ce mois de septembre d'amnistie, et en commençant par la formation des instances de défense et de sécurité. Actuellement, aujourd'hui, nous avons aussi ouvert officiellement une formation similaire à celle que nous avons donnée aux instances de défense et de sécurité, aux agents de parcs nationaux et d'une compagnie privée de sécurité ISCO. Le but est le même, c'est que nous savons que les armes qui causent de l'insécurité sont des armes qui sont dans de mauvaises mains. Ce sont des armes qui sont possédées illégalement. Alors, d'où ces armes proviennent, c'est que parfois ils proviennent dans des stocks des armes possédées légalement.
Pour les organisateurs, cette formation vise à accroître la capacité de toutes les instances, tant publiques que privées, à mieux gérer les armes et les munitions à leur disposition, afin qu'elles ne tombent pas dans des mauvaises mains. Tout cela, c'est pas gratuit, c'est à cause des interventions que l'État rwandais a mises en application, différentes interventions. Par exemple, je peux citer la publication des lois, qui sont des lois et règlements pour la possession légale des armes légères de petits calibres, les actions de marquage, le stockage et puis l'archivage des armes, et surtout en utilisant les moyens électroniques. Tout cela, toutes ces interventions, toutes ces actions n'auront pu lieu sans la volonté politique. Donc le Rwanda, pour sa propre sécurité et pour la sécurité des pays voisins, a pris le devant dans la lutte contre ces armes légères de petit calibre. Et cette volonté politique, c'est une émanation d'un bon leadership qui privilégie d'abord le bien-être et la sécurité de nos communautés. Et par ricochet, ça profite aussi aux pays voisins, parce que quand ici, il n'y a pas cette prolifération, ça profite aussi à nos voisins, parce que tout ce qui se passe a un impact soit positif ou négatif sur nos voisins. Cette formation est organisée par le ministère de la Sécurité intérieure, conjointement avec le Centre régional sur les petites armes légères et des petits calibres. Parlons à présent santé. Le ministère rwandais de la Santé appelle à la vigilance et déclare avoir identifié 300 personnes en contact avec les patients infectés du virus Marburg dans le pays. Le dit ministère indique que les activités professionnelles et autres se poursuivent normalement, avec un accent particulier sur l'hygiène personnelle. Dr Sabin Sanzimana, ministre de la Santé, nous revient ici sur cette maladie. As we speak, there is a lot happening. Au moment où nous parlons, beaucoup a été fait en termes de recherche des contacts, de dépistage et d'isolement, ce qui est de traitement. Nous faisons aussi la communication pour nous assurer que la population est bien informée. Nous avons mis en œuvre tous nos mécanismes de réponse avec nos partenaires et des institutions gouvernementales pour arrêter cette propagation le plus rapidement possible et sauver ainsi la vie des patients déjà infectés. Même si habituellement le taux de mortalité lié au virus Marburg reste élevé, le ministre de la Santé rassure et indique que la situation est sous contrôle. Ce virus a un taux de mortalité élevé qui peut des fois se situer entre 28 et 90%. C'est un grand pourcentage, mais notre but est de réduire le taux de mortalité le plus possible. Les chiffres que j'ai mentionnés concernent essentiellement le personnel de santé. Les représentants de l'Organisation mondiale de la santé au Rwanda rassurent que l'organisme onusien va travailler étroitement avec le Rwanda pour contenir les virus Marburg. A team of 7 experts will be coming in, and this team will be integrated into Une équipe de 7 experts arrive bientôt et va rejoindre le mécanisme déjà en place. Il y a aussi des aides qui vont venir, comme le matériel de dépistage, que nous allons octroyer, étant donné que c'est une étape importante dans la maîtrise de cette épidémie. Il y a aussi du matériel qui nous arrive cette nuit même, demain et même la semaine prochaine. Nous comptons aussi chercher le matériel de prévention et de traitement. En tout, nous comptons octroyer le matériel capable de traiter plus de 500 patients de virus Marburg.
Santé toujours, de jeunes qui ont mis en place le site internet Cyber Rwanda permettant à d'autres d'avoir des informations sur la santé reproductive sont maintenant heureux que leurs homologues aient non seulement changé des mentalités et compris que la santé reproductive, également compris que leur prépare à un avenir meilleur. Suivant les explications avec Kassim Youssouf. Environ 6078 jeunes d'entre 12 et 19 ans venus de 64 écoles dans 8 districts du pays où le taux de grossesse précoce est élevé et de 9 centres de jeunes ont participé à l'enquête sur les informations sur la santé reproductive. 2 ans après, ces jeunes estiment avoir accès à toutes les informations dont ils ont besoin par l'intermédiaire du site internet Cyber Rwanda qu'ils peuvent aussi télécharger sur leur téléphone portable. Nous avons constaté que tout jeune qui est au courant et utilise Cyber Rwanda connaît plus de 3 méthodes contraceptives et c'était cela notre premier souci, qu'ils sachent comment éviter de tomber enceinte. En deuxième lieu, c'est que le peu de jeunes qui pratiquent les relations sexuelles puissent savoir utiliser des préservatifs et le nombre de ceux qui s'en servent augmente de plus en plus et cela nous rassure que celui qui connaît Cyber Rwanda sache non seulement se prémunir contre les grossesses précoces, mais également contre le VIH et les maladies sexuellement transmissibles. Ces chiffres ont donc, au cours des 2 années, augmenté en passant de 40 à 52%. Autre bonne chose observée, c'est que les jeunes se sont beaucoup intéressés au dépistage du VIH-Sida et l'indicateur est passé de 38 à 52%. C'est vraiment appréciable que des jeunes, au cours de ces dernières années, aient pris au sérieux et qu'ils aient pu avoir un endroit sûr ou avoir des informations pour savoir ce qui peut les protéger et qu'ils puissent l'utiliser. Certains dirigeants des écoles et des centres de jeunes qui ont été concernés par cette enquête admettent aussi que ce site internet est très important, surtout que les réticences qu'affichaient les élèves pour poser des questions n'existaient plus car ils passent directement à ce site pour s'informer. Ce site a en général élevé le niveau de compréhension des jeunes, d'autant plus qu'il est non seulement sur YouTube, mais également sur d'autres plateformes. Et nous allons continuer à fournir des efforts dans la sensibilisation des jeunes pour qu'ils l'adoptent et qu'ils aient accès aux informations de qualité et puissent avoir ou trouver de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. Ils ont pu connaître comment leur santé change et qu'il n'y a rien d'extraordinaire, mais qu'il s'agit d'un parcours de vie qu'ils doivent entreprendre pour que leur vie change de bas âge à l'âge adulte, qu'ils puissent comprendre qu'il y a des choses qui doivent changer dans la manière de penser et de faire. L'on trouve sur le site Cyber Rwanda des nouvelles en bande dessinée, différentes questions et réponses en audio et l'octroi de différents services dont les jeunes ont besoin pour éviter d'éventuelles grossesses. En plus des 8 districts, ce projet sera opérationnel sur toute l'étendue du territoire national et il l'est déjà en Tanzanie, au Mozambique et aux États-Unis. Promotion de la femme, suivant donc ce lundi, depuis la 23e Assemblée générale du Conseil national de femmes, qui s'est tenue au Parlement rwandais, rassemblant environ 150 participants, dont principalement la présidente de la Chambre des députés, et ainsi que la ministre du Genre et de la promotion de la famille. Sous le thème « Le développement de la femme, le développement du pays », cette assemblée a été l'occasion pour le Conseil d'annoncer une nouvelle encourageante, la restauration du budget alloué au Fonds des femmes dans chaque district. Cette avancée résulte des efforts de plaidoyer menés auprès des différentes institutions, permettant ainsi de soutenir davantage les initiatives des femmes à travers le pays. Dans un contexte où l'inclusion des femmes dans tous les secteurs de la vie publique et économique est jugée cruciale pour l'avenir du pays, cette décision de rétablir les fonds dédiés aux femmes renforce l'engagement du gouvernement à promouvoir l'égalité du genre.
Plateforme qui réunissent toutes les femmes provenant de différents secteurs du pays, le secteur public, le secteur privé, société civile, pour parler du développement durable de la femme et pour trouver différentes façons de résoudre les problèmes pertinents qui touchent la femme, mais aussi en général la famille rwandaise. Le gouvernement du Rwanda, principalement notre président de la République, a misé sur l'implication de la femme. Vous savez très bien que les femmes représentent 51% de la population rwandaise. Donc, pour qu'il y ait du développement durable, qu'il y ait du progrès visible et stable, il est nécessaire, il est crucial que la femme soit parmi les acteurs principaux de ce changement. Parlons à présent à agriculture. Le ministère rwandais de l'Agriculture et des Ressources animales estime que l'utilisation des organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture permettra au pays d'accroître sensiblement la production agricole ainsi que faire face aux conséquences des changements climatiques et donc sur la sécurité alimentaire. C'est ce que nous explique ici le docteur Patrick Kalangwa, directeur général chargé de la modernisation agricole au ministère rwandais de l'Agriculture et des Ressources animales. La technologie de OGM, organismes génétiquement modifiés, est perçue par notre gouvernement comme un des outils, entre autres des sciences et technologies qui sont capables de nous permettre d'avancer plus rapidement dans la modernisation de l'agriculture et pour accroître les rendements de l'agriculture et accroître la contribution de l'agriculture à l'économie nationale. Il y a des gens qui ont des soucis que les OGM peuvent causer des problèmes, notamment des problèmes de santé, des problèmes sur l'environnement et des problèmes économiques. Il y a des soucis aussi économiques que les détenteurs de technologies OGM, des multinationales, qu'ils pourraient supplanter nos systèmes traditionnels de production et prendre le contrôle de toute notre économie, de toute notre sécurité alimentaire. Mais tous ces soucis sont bien adressés dans le cadre de la loi sur la biosécurité qui a été adoptée par le Parlement et promulguée cette année, au début de cette année. Le Rwanda a pris les mesures nécessaires pour utiliser la technologie des OGM, des organismes génétiquement modifiés, pour l'intérêt de notre système agricole, pour l'intérêt de nos fermiers, dans l'intérêt du pays, pour une agriculture qui est beaucoup plus résiliente aux problèmes de l'environnement, changement de la climatique, de l'environnement, aux problèmes des maladies, aux problèmes des rendements décroissants. Mais la biotechnologie, les OGM, la technologie OGM ne doit pas être perçue comme une seule solution pour tous ces problèmes. Ça vient être travailler en synergie avec d'autres efforts. Ça doit aller avec le renforcement des capacités dans des systèmes, par exemple, d'irrigation, des systèmes de mécanisation agricole. Tout ça, ça doit travailler ensemble pour la modernisation de nos systèmes de production agricole, un système beaucoup plus résilient et un système beaucoup plus durable, sustainable agriculture. Oui, la production agricole dans pas mal de pays d'Afrique n'est pas à la mesure de satisfaire les besoins de la population. Dans beaucoup de pays africains, et notre pays y compris, nous avons une grande croissance démographique. La population croît très rapidement.
et pour assurer la sécurité alimentaire de cette population grandissante, en forte croissance démographique, il faut des innovations, des technologies, entre autres la biotechnologie et d'autres technologies comme la mécanisation agricole et tout ça. La biotechnologie doit être perçue comme un des outils. Ce n'est pas un seul outil. Ce sont des outils. Ça vient travailler ensemble avec d'autres technologies et d'autres mécanismes pour accroître la production. Si nous prenons par exemple les rendements par exemple de maïs, il y a une forte perte de rendement de maïs à cause du changement climatique, de la sécheresse qui sévit dans beaucoup de pays de l'Afrique. L'année passée, la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne sud, des parties du sud, comme le Zimbabwe, la Zambie et d'autres, ils ont eu de très mauvais rendements de maïs à cause de la sécheresse. Mais il existe une variété de maïs OGM qui est tolérante à la sécheresse. Et il y a d'autres solutions pour d'autres cultures. Le gouvernement rwandais est en train de faire tout le nécessaire pour avancer plus rapidement dans l'exploitation des technologies, y compris les OGM, pour assurer les rendements et une agriculture résiliente. Nous allons bientôt avoir le maïs génétiquement modifié ici au Rwanda qui est plus résilient à la sécheresse. Nous allons bientôt avoir la pomme de terre qui est résistante à la maladie mildiou et d'autres cultures. Nous avons déjà le manioc à la station de recherche de RAP au sud du pays qui est résistante à la maladie in-virus. Et d'autres cultures vont bientôt être beaucoup plus fréquents ici parce que nous avons déjà un système de régulation qui est approprié pour assurer que la technologie des OGM est exploitée au Rwanda sans compromettre la santé et l'environnement et nos systèmes de sécurité alimentaire. C'est donc avec cette actualité dans les airs entre Rome, entre la Belgique et donc l'Italie, que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi.